va passer d'un sujet éducation à un sujet international avec notre invité Morgan Asogba qui est internationaliste. Monsieur Asogba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Bamako, Ouagadougou et Niamey sont décidés. Ils veulent créer l'Alliance des États du Sahel. C'est la solidarité des enfants mal aimés de la sous-région. Alors, je pense que nous avons évolué de la volonté, ils sont passés à l'action, et tout dépend de la façon ou de l'angle d'observation où on se retrouve. On peut parler des enfants mal aimés, comme on peut parler des enfants qui ont décidé de choisir un autre chemin. Et là, nous sommes en plein dans cette situation plus ou moins difficile à cerner lorsqu'on ne comprend pas les différents événements qui ont conduit à cette situation. Ce qui est clair, il y a une sorte de désintégration qui est en train de s'installer au sein de l'espace géographique considéré comme la CEDEAO, pas de l'institution, mais cette situation est une situation assez préoccupante parce que soit on assistera à une renaissance du processus d'intégration où on aura une rupture totale de l'intégration prônée par la CEDEAO et une naissance d'une nouvelle forme d'intégration. Mais tout cela dépendra du caractère opérationnel et productif de cette nouvelle alliance. On va observer cela de près tout à l'heure. Mais tantôt on entend alliance, tantôt on parle de fédération, notamment à partir de la semaine écoulée. Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement quand vous observez l'actualité ? Vous savez, la CEDEAO en elle-même est partie d'une idée d'intégration économique. Et ensuite, nous avons abouti à un peu plus qu'une intégration économique. Nous sommes passés à une intégration politique et on a même eu l'idée d'évoquer un passage d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Donc, une intégration beaucoup plus sociale. Aujourd'hui, l'AES est une alliance qui est née dans une perspective d'abord sécuritaire. Quand vous regardez l'alliance en lui-même, c'est pour lutter contre l'insécurité qui menace sérieusement ces trois pays du Sahel, sans compter que la menace est sous-régionale, concerne toute l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, dans cette même optique de vouloir résoudre les difficultés liées à la question de la sécurité, ces États ont perçu l'opportunité d'aller beaucoup plus loin que la question de la sécurité. Pourquoi ? Parce qu'ils se retrouvent dans un processus d'intégration qui est compromis de l'autre côté de l'espace de la CEDEAO, qui leur donnait cette opportunité-là d'avoir une possibilité d'intégration économique, voire sociale. La question de la fédération n'est pas forcément d'actualité, mais elle existe déjà dans l'intention qui a été manifestée au niveau de cette nouvelle alliance. Et il faut rappeler que bien avant même la naissance de cette alliance et les événements qui ont conduit du moins à l'arrivée du Niger, il y avait déjà une idée de fédération qui était nourrie par le Burkina Faso, qui avait été exprimée. Donc aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'action, mais l'action peut être encore endiguée par plusieurs événements. Alors vous avez parlé de désintégration, notamment de la CEDEAO, espace géographique concerné et évoqué. Du point de vue géopolitique, est-ce qu'on va certainement évoluer, vers une autre forme plutôt que de la bipolarisation à laquelle on a assisté depuis lors? Oui, l'évolution est déjà, disons, sur le terrain. On constate cette évolution. Aujourd'hui, il est clair dans l'espace géopolitique mondial qu'on n'a plus affaire à une sorte de bipolarisation, même si les tendances continuent d'exister. Et ça s'explique déjà par le processus de déconstruction qu'on observe. Vous avez des foyers de conflit un peu partout, et quand vous étudiez l'histoire des relations internationales, vous comprenez tout de suite que c'est pas l'arrivée des conflits, par la qualité de leur ampleur, que le monde, à un moment donné, s'est réorganisé autour de certains pôles. Et aujourd'hui, on a des conflits de l'autre côté du Moyen-Orient, on en a en Afrique, on en a eu depuis un bon moment, et de l'autre côté de l'Europe aussi, on en a. Et là, quand vous prenez le Moyen-Orient et l'Europe, ces changements plus ou moins radicaux géopolitiques se sont opérés dans ces deux sphères, et surtout ce qui se passe en Europe. Donc aujourd'hui, non seulement on a des changements sur le plan sécuritaire et stratégique, mais on a aussi des changements énormes sur le plan économique, avec la naissance des BRICS, qui compétissent normalement avec tous les autres anciens systèmes économiques du monde. Donc là, il y aura forcément un changement géopolitique qui touche aussi l'Afrique et qui donne l'opportunité à
l'Afrique de créer un autre chemin et une autre, disons, perspective au niveau des décisions sur la scène internationale. Ce qui se remarque, c'est qu'il y a une sorte de leadership autour donc de Bamako. Est-ce que Bamako est vraiment, je dois dire, prêt aujourd'hui pour tenir quand on connaît un peu l'ancrage, notamment dans le monde franco ou France-Afrique de la Côte d'Ivoire, quand on connaît un peu le poids à la fois économique et démographique du Nigeria dans la sous-région, est-ce que véritablement aujourd'hui le Mali peut tenir ce leadership? Oui, le Mali, dans sa possibilité de tenir, elle est effective, mais tenir dans le long terme va dépendre de plusieurs facteurs. Lesquels? Et l'un de ces facteurs, c'est déjà les partenaires qui viendront soutenir le Mali dans sa perspective, à la fois les partenaires qui restent dans l'espace régional et les partenaires sur la scène internationale. Aujourd'hui, sur la scène internationale, il semblerait de façon évidente que le Mali a acquis un certain nombre de partenaires assez solides, surtout lorsqu'on regarde la prise... En dehors de la Russie, on n'a pas l'impression qu'il y a d'autres sur qui le Mali peut compter véritablement. Il y en a. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, comme je vous l'ai dit, et comme nous le constatons tous sur la scène internationale. Changement sur le plan stratégique. Aujourd'hui, vous avez même des pays en Europe qui ont décidé de revoir leur coopération avec le Mali, malgré le fait que l'Union européenne, dans son ensemble, s'est détachée, entre-temps, désolidarisée de ce qui se passait au Mali. Quand vous regardez le comportement des États-Unis par rapport à la question du Niger, est totalement... Un ambassadeur est en voie d'être nommé. Exactement. C'est totalement à l'antipode de ce que l'Union européenne a décidé de faire. Donc, toute cette dynamique des États-Unis qui soutiennent le Niger, c'est comme si les États-Unis, de façon indirecte, soutenaient l'alliance des États du Sahel et va devoir donc créer des partenariats. Donc, sur ce plan-là, vous avez un ensemble de dispositifs qui sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir renforcer les perspectives du leadership du Mali qui ne fait que s'agrandir. La question qu'on doit se poser sur l'aspect sous-régional, c'est quand est-ce que la CEDEAO va prendre une perspective d'intégration plutôt qu'une perspective de désintégration qu'on observe jusque-là. J'ai l'impression que vous êtes pessimiste par rapport à l'avenir de la CEDEAO au regard de l'évolution de cette actualité-là. Mais la CEDEAO, c'est quand même une quinzaine de pays. Il n'y en a que 3 qui sont en conduite d'oreille et qui font leur chemin à part. C'est pas du pessimiste. C'est d'abord ce qu'on appelle de la real politics. Quand vous regardez le poids du Mali, du Burkina Faso, du Niger, dans ce qu'est la naissance de la CEDEAO et aussi l'apport dans le dispositif stratégique et géopolitique de la CEDEAO. Vous comprenez que si vous amputez cet espace, la CEDEAO a une difficulté réelle. Et quand vous prenez même le simple fait qu'il y a eu des sanctions économiques autour du Mali et les impacts de ces sanctions économiques dans la vie économique d'un certain nombre de pays de la CEDEAO, vous comprenez qu'il y a un souci à se faire parce que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal et bien d'autres pays de la CEDEAO, ils ont ressenti le feedback ou l'effet boomerang de ces sanctions. Quand vous prenez le cas du Niger qui est très récent, nous sommes un pays voisin du Niger. On sait quand même sur l'aspect économique ce que ça a pu faire ressentir au Bénin. Donc, c'est un dispositif duquel il ne faut pas compter faire sans pour aller loin. C'est très important que le Mali, le Burkina Faso et le Niger restent dans le dispositif d'intégration de la CEDEAO. Maintenant, quand vous parlez de seulement 3 pays, vous savez, le caractère intégrateur de la CEDEAO n'est pas passé à 15 du jour au lendemain. C'est d'abord un nombre très restreint qui ont décidé de se mettre ensemble et avec le temps, on a vu qu'il y a plusieurs autres États qui ont exprimé le souhait de rejoindre. Ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté de ces 3 pays du Sahel, c'est l'enjeu sécuritaire. Si ces 3 pays arrivent à endiguer le problème sécuritaire qui, depuis plusieurs années, est un problème pour l'ensemble de la CEDEAO, en tout cas.
ils vont susciter l'intérêt C'est d'autres d'ailleurs pays. pourquoi les trois pays s'unissent. Et là, nous passons au deuxième sujet pour lequel je vous ai invité ce matin. Il n'y a que le Mali qui est parti depuis un bout de temps maintenant du G5 Sahel, a certainement dû entraîner avec lui maintenant les Niamey et Ouagadougou. Alors, est-ce que véritablement on peut trouver, on peut espérer qu'il trouve une solution à ce problème-là? Oui, vous savez, le G5 Sahel avait pour objectif principal de remettre, du moins d'endiguer la problématique sécuritaire et avait pour partenaire stratégique le plus important la France. Donc ce qui se passe aujourd'hui par le retrait de ces pays de ce dispositif du G5 Sahel n'est qu'une suite logique de ce qui s'est passé de façon bilatérale avec le partenaire principal qu'est la France. Et surtout, quand vous mettez la France de côté, vous voyez l'Union européenne. Et quand on parle de dispositif sécuritaire, on parle d'abord de financement de ce dispositif sécuritaire. Lorsque vous écoutez la plupart des pays qui faisaient partie du G5 Sahel évoquer les raisons pour lesquelles le G5 Sahel a été incapable de gérer la question sécuritaire, ils reviennent tous pratiquement sur l'aspect de la difficulté d'accès au financement qui avait été promis. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Au contraire, il y a une désolidarisation de certains acteurs clés. Oui, mais si ensemble ils n'ont pas pu avoir le financement, ce n'est pas en quittant un à un qu'ils trouveront les moyens de lutter et de faire face au phénomène. Alors, quand vous regardez le fond de cette initiative de quitter un à un, vous comprenez que l'initiative ne s'est pas faite sur un coup de tête. Vous comprenez qu'il y a eu, en même temps qu'il y a eu cette désolidarisation, une stratégie de mobilisation de partenaires à la fois techniques et financiers pour soutenir les initiatives individuelles prises par ces différents États, ce qui explique de l'autre côté du Mali la reprise de Kidal et de l'autre côté de Bamako, on a quand même eu vent d'un ensemble de succès, même si ce n'est pas aussi évident que de l'autre côté de Bamako. Donc, on doit supposer que le dispositif de mobilisation de financement existe au niveau de chacun de ces États pris individuellement qui décident aujourd'hui de fédérer leurs forces. Une avant-dernière question. Quel bilan faire de ce G5 Sahel? Le G5 Sahel... Un échec cuisant. Bon, oui, sur le plan... de l'efficacité, de la réponse à apporter. Oui, il y a un échec. C'est très loin des résultats qui étaient espérés. Vous avez de la peine à affirmer tout de vous, oui, il y a un échec. Pourquoi est-ce que j'ai de la peine à affirmer? Parce qu'il faut déjà commencer par comprendre quels étaient les objectifs de départ du G5 Sahel. Est-ce que les objectifs étaient effectivement de mettre fin à cette question d'insécurité? Parce que si, dans le fond, il y avait d'autres objectifs qui étaient peut-être de garder dans le giron du partenaire principal qu'était la France, ces différents pays, il n'y a pas eu d'échec. Il y a eu peut-être d'échecs par rapport aux attentes de certains partenaires ou de certains acteurs. Mais même là-dessus aussi, sur 5 pays, si 3 s'en vont, on n'a pas encore gagné. Donc c'est encore aussi un échec. Vous savez, c'est encore un échec. Pourquoi? Peut-être parce que aujourd'hui, la coopération bilatérale entre la France et ces pays-là a pris un coup. Donc, est-ce un échec du G5 Sahel ou c'est un échec de la stratégie diplomatique globale de la France? Aujourd'hui, cette stratégie est remise en cause même au niveau de l'Élysée et de tous les acteurs qui vont avec. Une dernière curiosité, quel destin pour le G5 Sahel? La fin? Non, le G5 Sahel est parti depuis très longtemps, de façon pragmatique. Aujourd'hui, c'est d'autres horizons, c'est d'autres partenaires, et c'est d'autres dynamiques. Et ceux qui tardent encore à suivre les autres dynamiques, c'est la CEDEAO. Encore que la CEDEAO déjà elle-même avait évoqué de prendre des initiatives pour résoudre la question sécuritaire elle-même dès la prise du leadership par le président du Nigeria, Tinubu. Morgan Asoba, internationaliste, merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. C'est un plaisir. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant.